Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à ce tout autre numéro de décryptage. Et comme vous le savez, tous ou presque, les élections législatives, c'est pour très bientôt. Elles ont été fixées pour le 15 juillet prochain, tout au moins pour le premier tour, à moins d'un changement de la dernière minute. Voilà pourquoi il faut parler de ce grand rendez-vous électoral, non pas pour faire campagne, mais pour commencer à projeter les grands thèmes qui pourront constituer les discours de campagne. Bien entendu, nous regarderons la qualité du député, qui est digne d'être député, quelle est réellement sa mission. Si le temps nous le permet, nous décrypterons également le processus électoral en cours. Garantit-il une élection juste, équitable et transparente? Mais aussi, nous parlerons des enjeux politiques et socio-économiques de ces élections législatives. Avec moi sur ce plateau, Vivien Romain Mananga. Bonjour et bonsoir. Bonjour Monsieur Perrin. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes juriste et enseignant à l'université de Roussen en France, mais aussi que vous êtes auteur d'un ouvrage que j'ai d'ailleurs ici. Il s'agit de la Constitution congolaise du 20 janvier 2002, de l'anarchie à la démocratie inachevée, comme quoi il existerait des démocraties achevées. Oui, la démocratie américaine est un exemple parfait d'une démocratie achevée. Pourtant, le plus souvent, on prend des exemples sur la France et vous allez droit aux États-Unis. Comme quoi, la France, il y a encore un petit problème? Alors, il faut dire que toute œuvre humaine est difficilement achevée, mais il faut quand même dire aussi que les États-Unis, c'est la première démocratie constitutionnelle du monde et ces mécanismes tiennent depuis des siècles. Il est quand même mieux de se référer à un pays qui tient depuis des siècles qu'à un autre qui tient depuis 50 ans. C'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, en fait, le thème de notre entretien, ce n'est peut-être pas cet ouvrage. On y reviendra si vous le souhaitez, bien entendu. Aujourd'hui, nous allons parler des élections législatives qui pointent à l'horizon. Et comme quoi, voici un reportage qui servira de support. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, venait de prendre un décret instruisant la révision des listes électorales pour les législatives de 2012. Une révision fondée sur les listes vieilles de plus de 10 ans. Ceci, après bien sûr l'échec du recensement administratif dernier. Le plus intéressant ici, c'est la manière et le temps qui ne se prêtent probablement plus à cette opération. Sinon, comment justifier l'affichage des listes électorales à réviser et les banderoles pour la sensibilisation 8 jours après la date du démarrage des opérations? Car les premières listes ont été affichées jeudi 8 mars 2012, alors que le monde entier était tourné vers Brazzaville. Le 8 mars, nous avons affiché les listes à 9 h. D'ici peu de temps, nous aurions des élections législatives qui pointent à l'horizon déjà. Voilà pourquoi aujourd'hui, depuis même avant-hier, nous avons commencé par afficher, n'est-ce pas, des listes électorales afin que la population de la zone numéro 1 et numéro 2 du circuit 106 viennent, n'est-ce pas, s'acquérir de la connaissance, n'est-ce pas, de leur nom. Et en plus, ceux des déplacés, ceux, n'est-ce pas, qui rentrent, nous devons, n'est-ce pas, radier les partants et enregistrer des nouveaux qui sont dans deux zones-là. Une opération certes capitale pour les élections législatives prochaines, mais qui risque de se dérouler en pleine période de deuil. Comme vous le savez, le Congo-Brazzaville pleure encore les victimes de l'incident du régiment blindé de Mpila, survenu le 4 mars dernier, avec un bilan aussi tragique. Plus de 200 morts, 2500 blessés et plus de 14 000 déplacés. Un accident qualifié de plus meurtrier au monde depuis 10 ans. C'est malheureusement dans ce contexte qu'il faut aller à la révision des listes électorales. Il y a deux, les uns sont dans les bureaux pour la vie du pays et les autres sont effectivement s'occupent du deuil. Hein? On ne peut pas tout bloquer parce qu'il y a le décès. Par rapport au temps où nous avons commencé, nous pourrons dépasser de 1 ou bien 2 jours. L'important que la population puisse venir, nous pourrons tout faire parce que là c'est quand même une équipe bien bâtie. Donc nous sommes conscients que si la population vient massivement, tout sera fait. Dans tous les cas,
Le problème se pose d'abord en termes de délai, 7 jours pour réviser toutes les listes, puisque c'est le temps matériel qui reste. L'opération a démarré hier 8 mars 2012 à Pointe-Noire. Mais ensuite, comment fera-t-on pour les déplacés de Mpila, Wenze et les environs, encore sous le choc du drame? Les blessés et les morts qui se comptent par centaines, si jamais la même opération a lieu à Brazzaville, d'autant plus que la révision est lancée sur toute l'étendue du territoire national. Et le deuil n'est-il pas national? Voilà qui devrait probablement inviter la classe politique congolaise à revoir les choses autrement, si l'on veut garantir la transparence et la fiabilité des résultats des élections législatives qui pointent à l'horizon. Bien, merci, mesdames, messieurs. Nous revenons sur ce plateau. Je disais que je suis avec Vivien Romain Mananga. Je rappelle qu'il est juriste et enseignant à l'université de Roussen en France. Bonjour, bonsoir une fois de plus. Bonjour, monsieur Perrin. Vous avez suivi ce reportage. La question, c'est de savoir, est-il normal qu'on revienne sur les mêmes listes pour parler des révisions des listes électorales? On ne peut pas faire une élection sur les mêmes listes que celle de 2002. D'autant plus que depuis 2002, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. Et il y a des enfants qui sont venus au monde, qui aujourd'hui, depuis 2002, ont 10 ans. Pour les plus jeunes d'entre eux, ils ont 18 ans, c'est-à-dire qu'ils sont majeurs et donc ont l'âge de voter. Il fallait organiser un recensement administratif général de la population, pas seulement pour les élections, mais aussi pour qu'on sache exactement qui vit au Congo. Hein, et à partir de ce recensement, constituer de nouvelles listes électorales. Donc, d'une certaine manière, les choses sont très mal parties. Les choses sont très mal parties. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour une élection juste, équitable et transparente? Il faut maîtriser déjà le recensement administratif. C'est le premier élément pour une élection juste. La maîtrise de la carte électorale, d'abord. La maîtrise de la population votante, et puis par ailleurs la maîtrise du découpage électoral. On peut biaiser une élection rien que par le découpage des circonscriptions. Et ces deux points me semblent assez maltraités jusqu'à présent. Et je pense que le gouvernement et l'opposition institutionnelle n'ont pas fait les efforts conséquents pour qu'on arrive à une situation plus claire et plus juste. Pourtant, il y a eu une concertation des voix. On peut très bien se parler, M. Perrin, sans se dire les choses qui fâchent. Vous savez, on a pour coutume au Congo de tout se dire, sauf les choses qui fâchent. Quand vous dites les choses qui fâchent, c'est quoi? C'est-à-dire d'expliquer pourquoi à Talanga, il y aurait 5 circonscriptions et 4 à Makelele. Voilà les choses qui fâchent. Expliquer pourquoi à Tchétché, on aurait 2 circonscriptions aujourd'hui et on aurait 2 circonscriptions à Diri. Pensez-vous qu'à Diri, il y a plus d'habitants qu'à Tchétché? Il faut vérifier. Y a-t-il pas des critères objectifs qui constituent bien sûr la création de ces circonscriptions, non? Qu'on nous le dise, les Congolais ne le savent pas et nous attendons. Mais je retiens une chose, lorsqu'on a fait le découpage pour la première fois en France en 58, c'était sur un critère simple, la population, la démographie. C'était 93 000 personnes pour un député. Alors, si on part du principe qu'il faut 50 000 habitants pour un député, à Tchétché, nous n'aurons pas 2 députés, nous en aurons 3 ou 4. Et à Talangaï, ils en auraient aussi 3 ou 4, et non pas 5 et 2 chez nous. Parlons donc de la classe politique. Quelqu'un nous disait que la population ne se reconnaît plus en cette classe politique, ce qui justifie d'ailleurs les abstentions, ou sinon les gens ne vont plus au vote. Et il y a un taux très élevé d'ailleurs d'abstention. Vous êtes d'avis? Évidemment. Évidemment. Encore un exemple. En 2007, l'actuel député de Tchétché, le sortant, a été élu avec environ 2000 et quelques voix, sur un total de 33 000 inscrits. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 33 000 inscrits, le député est élu avec 2000 et quelques voix. Alors, il est sans doute légal, parce que l'élection était organisée par l'État, mais il est illégitime, parce que la légitimité, c'est le nombre de votants qu'il confère. Alors, évidemment, si nos députés d'aujourd'hui ont pour seul message politique « venez boire », il est normal que les Congolais lucides n'aillent pas vers les urnes. Il faut donc que la classe politique fasse un peu plus d'efforts que d'acheter des primous. Mais est-ce que vous pensez qu'il est responsable pour un citoyen de s'abstenir ou de ne pas aller voter parce qu'il ne croit plus en cette classe politique? Il me semble que les citoyens ont toujours raison. Parce que vous savez, en démocratie, le peuple est le seul véritable détenteur du pouvoir. Et lorsque le peuple décide de ne plus se rendre aux urnes, il ne s'agit pas de jeter la pierre au peuple. Il s'agit aux dirigeants politiques de réfléchir, de se demander pourquoi les citoyens ne leur font plus confiance. Quel bel exemple de démocratie en 92.
Lorsque des millions de Congolais se sont déplacés élire Pascal Lissouba. Quel bel exemple de démocratie. Nous n'étions pas dans un pays, nous n'étions pas en France en 92, cher monsieur Perrin. Nous étions encore au Congo. Pourquoi le Congolais de 92 se déplaçait aux urnes et celui de 2002 dort chez lui? C'est quand même aux dirigeants politiques de se poser la question. Lorsqu'on part du MAR pour aller au PCT, sans demander l'avis de quiconque, pensez-vous que les Congolais sont aussi idiots que ça? Qui n'ont pas compris le jeu? Maintenant que les 40 sont presque cuites, puisque les élections, nous l'avons dit, c'est pour le 15 juillet, c'est la date retenue pour le premier tour. Est-ce que aujourd'hui on peut parler de la qualité du député, parce que de toute façon l'élection aura lieu? Qui est digne d'être député et quelle est réellement sa mission? Alors je n'ai pas la prétention de dire ici qui serait digne d'être député. Parce que je pense que c'est aux Congolais de décider, au souverain premier de dire. Vous savez, il y a un adage célèbre qui dit qu'un peuple ne mérite que les élus qu'il a. Bon. Donc c'est au peuple, si le peuple vote réellement, de choisir ses députés. Mais on peut, par rapport à quelques indices, dire ce qu'est doit être un député. Quelle est la mission d'un député? Et de ce point de vue, les choses sont assez simples. Le député a une double mission. Alors la première chose, c'est qu'il est un législateur. C'est-à-dire que sa mission est de faire la loi. Non pas seulement de voter, mais aussi de faire la loi, de proposer la loi. Vous savez, monsieur Perrin, qu'en 2012, il n'y a pas eu plus de 2 lois proposées par des députés. Ces messieurs, je dis messieurs parce qu'en plus notre Assemblée nationale et le Sénat est composé à plus de 90% d'hommes, encore une fois. Ces messieurs qui touchent des indemnités énormes, qui viennent s'asseoir sur les bancs de l'Assemblée du Sénat, ne sont pas fichus de voter plus de 5 lois annuellement. Toutes nos lois votées sont d'origine gouvernementale. Alors, législateurs, pourquoi? Dirions-nous qu'au Congo, nous avons des législateurs? Non, nous avons des commis du pouvoir exécutif. Deuxième chose, le contrôle de l'action gouvernementale. Vous avez été écœuré comme moi, je pense comme l'ensemble des Congolais, par rapport aux événements du 4 mars. Avez-vous suivi une seule interpellation courageuse du gouvernement à l'Assemblée nationale ou au Sénat? Une seule interpellation courageuse dans un pays où il y a eu 300 morts? Aucune personne n'a été démise de ses fonctions par le chef de l'État. Vous avez entendu un seul député? La justice devait faire son travail. Quelle justice? Il me semble que les personnes qui ont été interpellées ont été interpellées par une commission politique dirigée par le ministre Oba. Peut-être que je me trompe. Vous pensez que c'est la justice? Ils ont été transférés ensuite. Lorsqu'on veut que la justice fasse son travail, on commence par désigner un juge d'instruction. Et c'est ce dernier qui enquête avec les officiers de police judiciaire. Ce n'est pas une commission politique qui met les gens aux arrêts. C'est pas la démocratie, ça. Hein. C'est autre chose. Hein. J'attends qu'on nous explique. C'est vrai que nous parlons des élections législatives qui pointent à l'horizon et il est fait interdiction formelle de battre campagne avant le 1er juillet. Dans tous les cas, il y a déjà quelques candidats, en fait les députés candidats qui voudront se représenter, qui font déjà des dons. C'est vrai que ça peut être masqué dans tous les cas. Est-ce que vous pensez que c'est cela une campagne électorale législative, des aides sociales, des dons et autres? Mais c'est la course à celui qui achète les plus de bières. À ce jeu, nous aurons, c'est pour le propriétaire de ces bels hôtels qui sera député, puisqu'il me semblerait que ce monsieur soit riche. Nous aurons tous les riches du Congo qui seront députés. Et tous ceux qui ont des idées ne pourraient pas l'être, puisqu'il faut faire des dons, puisqu'il faut acheter des bières. Croyez-vous qu'on va juger la qualité du pays par le nombre de bières achetées ou par le nombre de moustiquaires offerts? Et qu'est-ce qui devait constituer évidemment les thèmes de campagne? Un programme politique. Les choses sont assez simples. Alors, nous ne sommes pas en campagne, mais écoutez, lorsque vous êtes député du PCT, que vous vous présentez au suffrage, n'achetez pas les bières. Il faut dire une chose très simple. Je suis député du PCT, je soutiens l'action du président de la République. Je suis pour le chemin d'avenir. Voter pour moi, c'est voter pour le président de la République. Voilà. C'est très simple quand on est candidat du PCT. Lorsqu'on est candidat de l'opposition, c'est de dire... Le président de la République ne travaille pas bien depuis des années, les Congolais sont au chômage massivement, il faut donc voter contre ces députés pour qu'il n'y ait plus de marge de manœuvre à l'Assemblée nationale. C'est très simple. On n'a pas besoin d'acheter des bières pour dire les choses aussi simplement. Je peux vous dire que les Congolais comprennent très bien. Ils comprennent très bien alors qu'on les voit partout, c'est les mêmes qu'on retrouve partout à des meetings politiques qui reçoivent. On se trompe. On fait une très mauvaise analyse sociologique de la population congolaise. J'ai tendance à penser que si ce que vous dites, monsieur Perrin, était juste, les députés seraient élus avec des milliers de voix. Or, j'ai encore le souvenir qu'en 2002, dans mon quartier, le député élu, paix à son âme, c'est un monsieur qui est décédé aujourd'hui, un monsieur respectable, avait obtenu 1000 voix. Il avait été élu avec 1000 voix. Sur combien de... Sur environ 30 et quelques mille inscrits. Et les 29 000 autres personnes, ils ont été décédés au cours des deux tours de l'élection ou ils ne sont pas allés voter. Quelle est donc la conséquence d'un député qui se fait élire avec moins de voix? Aucune conséquence. Il y a des pays où l'élection est annulée.
chez nous, et moi je respecte la loi, chez nous, on peut être élu avec 500 voix. L'essentiel, c'est d'arriver en tête. Mais posons-nous la vraie question, la seule qui vaille. Est-ce que... pourquoi les Congolais ne vont plus voter? Parce que la question de l'abstention, on n'en parle pas. On fait comme si on n'en parle pas. Pourquoi ils vont plus voter, à votre avis? Mais c'est parce que leur voix ne compte plus, les résultats sont connus d'avance. C'est une façon de voir les choses que je partage. Mais je pense qu'il y a une autre façon de voir les choses. C'est qu'on ne leur parle pas. C'est-à-dire? On ne leur... Vous savez, une élection, c'est un moment de rêve. Il faut faire rêver un électeur. Lui dire, monsieur, vous êtes à la retraite, votre vie a été dure, mais celle de votre fils sera meilleure que la vôtre. Mais si on veut vous dire, monsieur, vous êtes un miséreux, prenez un sachet d'huile avec un peu de riz et une boîte de tomates et allez voter pour moi le 15 juillet. Évidemment, il n'ira pas voter. Bien sûr qu'il n'ira pas voter. Parce qu'il n'a pas besoin de vous pour manger, pour acheter un bol de riz. Il n'a pas besoin de vous pour, soi-disant, porter une chemise en pagne. Il faut que les politiques se remettent à parler au peuple. À leur dire, voilà ce que nous voulons faire pour l'école. L'école est un défi. Si moi je suis élu, je me battrai pour que dans notre école, dans notre quartier, nous ayons des bonnes écoles, avec des bons enseignants, avec des élèves. Vous trouvez normal qu'au Congo, les gens, ce sont les étrangers qui vont mettre les enfants dans les écoles publiques? Vous trouvez un taximan qui gagne, je ne sais combien par jour, un métier noble et courageux. Mais même le taximan qui ne gagne pas grand-chose veut mettre son enfant à l'école privée. Certainement un effet de mode, non? Non, c'est parce que tout le monde a compris que l'école publique ne vaut plus rien. Vous savez, les Congolais sont plus lucides qu'on veut bien le croire. Ils sont comme vous et moi, ils se renseignent. Ils voient les enfants, ils sont assis à même le sol parfois. Et donc ils se disent, ils veulent l'avenir de leur enfant. Je vous parle de l'école, mais je peux vous parler de l'hôpital. Je peux vous dire, vous êtes dans la ville de Pont-Nord comme moi, monsieur Perrin. Vous savez s'il y a une bibliothèque municipale dans la ville où les jeunes peuvent aller lire? Bibliothèque municipale. Vous parlez de l'hôpital. Vous savez très bien que donnez-moi le nom d'un seul dirigeant politique ce soit au Congo. J'étais à 2 mois au Maroc, j'en ai vu 40. Pourquoi ils ne se soignent pas chez eux? Vous verrez Chirac venir se soigner à Congo-Malem ou Sarkozy à l'hôpital Assissé. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Pourquoi le Congolais lambda doit se soigner à Mawata, maltraité, mal soigné, et monsieur je ne sais qui, directeur de la SNE, va se soigner au Maroc? Vous croyez que ces Congolais n'ont pas droit à la vie? Vous croyez qu'ils n'ont pas droit aux dividendes du pétrole, comme les belles voitures des Prado qu'on achète? Et qu'est-ce qui devait constituer exactement le choix d'un candidat par rapport à un autre pour les électeurs, bien entendu? Le message politique, l'espoir qu'un candidat doit susciter, le réalisme de son programme politique. Vous savez, il y a des choses que l'on peut faire. Comment expliquez-vous? Je vous parle de ça parce que c'est une situation qui me tient moi à cœur, personnellement. Vous trouvez des familles entières où les enfants sont mis dans la rue par un oncle véreux qui veut hériter les biens d'un papa. Aux yeux et au su de tout le monde. Alors que le code de la famille, au Congo, prévoit que 50% des biens doivent revenir systématiquement aux enfants. Mais vous avez tant d'enfants dans la rue. Mais que fait la loi? Que fait l'État pour retrouver des enfants orphelins dont le père avait travaillé toute sa vie et dont le fruit de son travail est jeté en pâture par des véreux petits frères, grands frères, tantes, que sais-je encore? Quel est le rôle de l'État? On pourrait s'entendre sur des questions comme ça. Si on ne peut pas s'entendre sur des questions économiques, puisqu'apparemment le pouvoir est hostile à toute discussion sur l'économie ou sur la gestion du pétrole, entendons-nous au moins sur les questions des sociétés, au moins sur les questions du tribalisme, au moins sur les questions de société, on peut au moins s'entendre. Est-il normal dans un pays comme le Congo que dans toutes les entreprises publiques, que les dirigeants reviennent tous du même camp du pays? Est-il normal? Au nom de quoi? Parce que je m'appelle Manango, je peux être directeur d'entreprise publique. Vous trouvez ça normal? On ne peut pas s'entendre sur ces questions-là? Le Congo n'est-il pas le bien à tous? Pourtant, l'article 8 de la Constitution est bien clair là-dessus. Il exclut toute discrimination sociale, raciale et ethnique. Mais curieusement, même dans le choix des candidats dans les partis, on a l'impression qu'on a toujours pris un candidat de ce coin, c'est-à-dire originaire de cette ethnie, sinon qui peut faire l'appréciation de ses parents. Vous savez, les faits sont têtus. Et on les constate encore. Prenons la liste de l'UPADES, prenons la liste du PCT et du MCDD. Regardons, pour vous dire que ces partis ne servent plus à rien. Regardons, monsieur Mvouba est candidat où? À Kindamba, chez lui. Monsieur Kikingeso est candidat où? À Oyo, chez son père, donc chez lui. Monsieur Tsatima Biala, patron de l'UPADES, est candidat où? À Lodima, chez lui. Mais monsieur Kikingeso peut être candidat à Tchétché, il est congolais. Mais est-ce qu'il y a un moyen pour arrêter cela? Il n'y a pas de moyen juridique. Malheureusement, il n'y a que la volonté politique. On ne peut pas dire à un candidat, vous ne serez pas candidat dans tel quartier, sous prétexte
que vous êtes originaire ou pas originaire. Je plains le juriste qui aurait l'imagination d'inventer une telle disposition. Mais on peut au moins compter sur la volonté politique de dire, regardez le courage de M. Yoka, le ministre de la Justice. Il est candidat à Vinza. Voilà un Congolais courageux. Il est candidat à Vinza. Il est de la cuvette et candidat à Vinza. Il dit, Vinza, c'est le pool, c'est chez moi, je serai candidat. Il est candidat. C'est très bien, bravo. S'il était question de faire un pré-bilan de cette assemblée qui va déjà presque à la fin de son mandat, que dirait-on? J'ai écrit dans un article que j'ai publié dans des ouvrages, dans des revues scientifiques, que l'Assemblée nationale au Congo n'était pas, non pas une caisse de résonance, parce que ce n'est même pas une caisse de résonance. L'Assemblée nationale au Congo était un commis de l'exécutif au service des intérêts clientélistes. Je sais que j'ai été assez dur et sévère, mais j'ai essayé, j'ai pas pu trouver autre chose à dire. Bah pourquoi? Pour une raison très simple. Les erreurs, le gouvernement en a accumulé. L'échec du gouvernement est une évidence. On peut saluer les bâtiments construits. On peut saluer la route Pointe-Noire-d'Olésie. Mais le premier combat d'un chef d'État, c'est le chômage. C'est le chômage. Monsieur Perrin, Monsieur Sarkozy avait un très beau pays. Ils avaient des immeubles. Pourquoi a-t-il été battu, croyez-vous? C'est le chômage, c'est le pouvoir d'achat. Et sur ce point de vue-là, sur le chômage, sur le pouvoir d'achat, le gouvernement Sassou est en échec. Quel a été le contrôle et l'évaluation des politiques publiques pendant les 5 ans? Est-ce qu'un seul jour, un député de l'opposition institutionnelle, c'est-à-dire Jean Mathias et compagnie, ou de la majorité présidentielle, un seul jour a interpellé le gouvernement sur les politiques publiques ciblées sur le chômage? Vous êtes d'ailleurs auteur d'un livre, La Constitution congolaise, du 20 janvier 2002. Vous dites d'ailleurs de l'anarchie à la démocratie inachevée. Est-ce que la loi permet aux députés d'exercer leur plein pouvoir? Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut dire une chose, c'est qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que nous sommes dans un système présidentiel. Et dans un tel système, il n'existe pas de responsabilité politique du gouvernement devant la Chambre des députés, comme c'était le cas sur le professeur Lissouba en 92. Dans le régime actuel, il existe ce qu'on appelle un contrôle informatif. Le gouvernement, par deux moyens, les enquêtes et les questions, l'Assemblée peut interpeller le gouvernement. Vous avez des questions écrites, vous avez des questions d'actualité, vous avez des enquêtes en commission et compagnie. Et donc il y a des moyens de faire pression. Le seul problème, on ne peut pas dire que ces moyens ne suffisent pas. Vous savez, cher ami, aux États-Unis, il n'y a pas de responsabilité du gouvernement. Au Bénin non plus. Parce qu'on va toujours me dire, mais oui, vous citez les États-Unis. Mais le Bénin, c'est pas loin. Le Bénin, c'est comme le Congo. C'est en 90 que nous avons tous accédé à la démocratie. Au Bénin non plus, il n'existe pas de responsabilité gouvernementale devant la Chambre des députés. Et pourtant, il arrive que les députés béninois se saisissent des questions et mettent le gouvernement en difficulté sur certaines questions d'intérêt général. Il faut que les députés transcendent leur attachement partisan pour l'intérêt du pays. On n'est pas élu pour faire plaisir à Sassou, on est élu pour faire avancer les dossiers des Congolais. Et je pense d'ailleurs que Sassou lui-même, son intérêt, et c'est ce qu'il veut, je pense, c'est que le Congo avance. Mais pourtant tout le monde jure au nom de Sassou. Il faut le poser la question. Est-ce qu'on jure en son nom ou on jure par rapport à son argent et à ses poches? Il faut lui poser la question. On va donc aborder la question sur le vagabondage politique, puisque l'article 98, je vais le lire, stipule qu'un député ou un sénateur élu présenté par un parti politique ou un groupement politique qui démissionne de son parti ou de son groupement politique en cours de législature perd sa qualité de député ou de sénateur. Malheureusement, et c'est ce que l'Assemblée qui va donc finir son mandat nous a servi comme expérience. Beaucoup de députés ont quitté leur parti sans l'aval d'ailleurs de la base, même pas de leurs responsables politiques, sont allés ailleurs, pour ne pas citer ces partis. Alors, on a l'impression que rien n'est fait. La loi prévoit ce que vous dites. Ce que vous lisez, vous ne l'avez pas inventé. Si mes souvenirs sont bons, c'est l'article 98 de la Constitution. Si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Bon, c'est ni vous ni moi, nous n'étions pas des constituants. Donc, en 2002, c'est M. Yoka, actuel ministre de la Justice, qui était président de la commission constitutionnelle chargée de rédiger cette constitution. Donc ils savent très bien ce qu'ils font, ces messieurs. Ils savent très bien ce qu'ils font. Les choses sont très simples. M. Mboumakani, qui est secrétaire général du gouvernement, Benjamin Mboumakani, a écrit un article sur la transhumance politique. Vous savez, transhumance, espèce lorsque les oiseaux migrent d'une forêt vers une autre. Ici, en l'occurrence, il s'agit des députés pour des raisons clientélistes, opportunistes,
qui changent de parti. Dites-moi, donnez-moi la différence entre Jeunesse en mouvement qui n'existe plus et le PCT. Je veux qu'une seule différence, si vous en trouvez. Ils ont travaillé ensemble à la mairie de Pointe-Noire pendant des années. Ils ont voté toutes les résolutions municipales. Et un jour, ils se disent, on se met ensemble. Mais vous étiez déjà ensemble. D'une part. D'autre part, vous pouvez au moins avoir la décence d'attendre la fin de la législature. Et puis après, de vous présenter lors des prochaines élections sous le label de votre parti, pour au moins faire semblant de respecter le test que vous avez proposé aux Congolais et que vous avez fait adopter. Alors on nous dit, c'était l'argument de certains classiques du parti au pouvoir, qu'il s'agissait des décisions collectives. Mais c'est faux. Lorsque M. Foudi, je le cite, ce n'est pas une personne privée, il ne peut donc pas me faire un procès, c'est une personnalité publique. Lorsque M. Foudi quitte Jeunesse en mouvement, c'est contre l'avis de M. Kando, même s'il le rejoint aujourd'hui. Vous le savez mieux que moi. C'est connu dans la ville. On ne peut donc pas dire que c'était des décisions collectives. Mais que fait la base? Croyez-vous que les gens qui ont élu M. Foudi en vous pensaient qu'il irait au PCT en cours de mandat? Il y a deux fautes. Il y a une faute juridique, irrespect de la Constitution, et il y a une faute politique. On peut parler d'une trahison de sa base? C'est une forfaiture. C'est une forfaiture. C'est une trahison. Je demande donc aux Congolais de sanctionner ces députés. Les véreux qui ont changé de parti sans demander l'avis de leur base. Si la base se reconnaît dans cette démarche, très bien. Mais si la base ne se reconnaît pas dans cette démarche, il convient de les sanctionner. De leur dire, monsieur, vous nous avez trompés. Vous avez manqué à la confiance du peuple. C'est la forfaiture, en effet. Bien, maintenant nous allons aux élections. J'y reviens parce que c'est bien entendu le thème de notre entretien ce soir. Et comment vous envisagez, sinon vous projetez la configuration de l'Assemblée, la prochaine Assemblée nationale? L'élection n'est pas jouée. En tout cas, la majorité nouvelle n'est pas jouée. Mais comme je crois au peuple, je pense que le peuple peut déjouer tous les calculs politiciens. Vous savez, j'ai tendance à prendre des exemples. Ça permet d'éclairer nos concitoyens. En France, lorsqu'on a fait le dernier découpage, M. Marlex, qui était ministre de l'Intérieur, ministre délégué à l'Intérieur, chargé des collectivités territoriales et du découpage électoral, on l'appelait M. Carte à l'UMP, était venu pour morceler les circonscriptions de gauche et les mêler à des circonscriptions de droite pour faire en sorte que l'UMP ait le plus grand nombre de sièges possible. Vous avez suivi comme moi le premier tour des élections législatives, le 10 juin dernier, et bien raté. Un exemple simple, en Moselle, la première circonscription de Moselle, où compétissait mon ami Aurélie Filippetti, qui est actuellement ministre de la Culture en France, sa circonscription, traditionnellement à gauche, avait été rajoutée avec 3 villes de droite, histoire que cette dame compétente perde. Et bien je peux vous dire, à mon grand plaisir, elle a eu 43% au premier tour. Comme quoi, on ne joue pas avec la volonté du peuple. Ce n'est pas un tripatouillage, c'est pas en faisant d'un CAI une circonscription unique et de Okoyo qui est plus petit, un député un CAI, un député Okoyo qui est 2 fois plus petit, qu'on arrive à avoir une majorité. Pour le reste, nous verrons bien ce que cela donnera, ça sera aux Congolais de décider. Quoi qu'il en soit, il faudra que la nouvelle majorité se saisisse enfin des problèmes des Congolais, quelle que soit sa couleur. Je pense que même au PCT, il y a des gens sensés. Mais dans tous les cas, les élections sont organisées par le gouvernement et donc il y a la CONEL qui est là. Et cette CONEL a une configuration que tout le monde n'apprécie pas. La CONEL ne sert à rien. Je ne vais pas trouver autre chose à dire. Elle ne sert à rien, la CONEL. Parce qu'elle ne sert à rien. Vous avez l'impression que depuis qu'elle organise les élections, elle a organisé des élections transparentes. Donc elle ne sert à rien. Si depuis 2002 les élections sont contestées, à quoi sert-elle? Je suis pour qu'on donne les élections au ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas là un point faible pour les élections qui pointent à l'horizon? Mais parce que nous avons un problème. Ça sert à quoi de créer une CONEL qui en réalité n'a pour mission que de superviser les élections alors qu'elle est organisée par la DGAE? Moi je fais confiance au ministère de l'Intérieur. Il faut leur laisser organiser les élections. Ce serait même plus simple. Ça serait plus simple. Je suis convaincu. Je pense que l'opposition se trompe en exigeant à tout prix une CONEL indépendante. Dans les autres pays, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Laissons les élections au ministère de l'Intérieur. Laissons-leur la responsabilité d'organiser les élections. Puisque avec la CONEL, ils trichent quand même. Ils tricheraient aussi seuls. Ça serait beaucoup plus clair. Quels pourraient être donc les enjeux politiques des élections avant qu'on parle même des enjeux économiques et sociaux? Sur le plan politique, je pense que la nouvelle majorité aura une responsabilité importante, grande, très grande. D'abord, il faut voir que nous serons en 2012 et que nous allons entamer le dernier septennat du chef de l'État. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que le chef de l'État a beaucoup de défauts, comme beaucoup des humains, a aussi beaucoup de qualités. Parmi ces qualités, c'est d'avoir une lecture lucide de l'état du pays. Et il a fait en 90, Mobutu s'était accroché, Bongo, lui, il avait lâché.
Et je pense qu'il ne pense pas se représenter. Mais si par malheur, il espérait se représenter, il ne faut pas qu'il ait la majorité de 3/5. Alors que les mandats sont limités par la Constitution, comment se représenter? Parce que la Constitution est révisable. Et sauf à l'article qui limite les mandats. C'est simple, tous les juristes le savent. Il faut modifier cet article, puis après modifier la Constitution. C'est assez simple. Il faut commencer par modifier le titre de la Constitution qui stipule que le nombre de mandats n'est pas révisable, c'est-à-dire la limitation matérielle. Une fois qu'on enlève cette limitation matérielle, on peut réviser l'article qui pose le principe, ce qu'on appelle la clause de limitation de mandat. Donc c'est possible de le faire, à condition d'avoir la majorité des 3/5 au Parlement. Ben attends, moi je m'en tiens un peu au texte, je ne suis pas juriste, mais c'est très clair aux yeux. L'article 185 dit ceci, je vais le lire, pour l'intérêt du public, sur la limitation bien sûr des mandats du président de la République, la forme républicaine, le caractère laïque de l'État, le nombre de mandats du président de la République, ainsi que les droits énoncés au titre 1 et 2, bien sûr, de la Constitution, ne peuvent faire l'objet de révision. C'est clair et il y a un point après. Bien sûr. Oui, mais vous savez, c'est une constitution. Une constitution, c'est un texte. En l'occurrence, la nôtre fixe des limites. Celle-là, c'est une limite matérielle et non pas formelle. Le Congo ne peut pas devenir une monarchie. D'ailleurs, ça ferait penser à ceux qui pensent qu'on pourrait devenir une monarchie. Et on ne peut pas devenir un État chrétien aussi, il faut le dire. Vous êtes quand même favorable pour la révision de la Constitution? Ah oui, j'ai déjà l'occasion de le dire, mais pas pour réviser cet article. Je l'ai déjà dit, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Vous pensez que ce qui compte dans un pays, c'est seulement le nombre de fois que le président se représente? On a besoin de faire 20 ans pour commander un pays correctement? Vous le pensez? Non, 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 Massamba Déba est resté au pouvoir. Mais si vous pensez qu'on ne peut pas modifier la Constitution, alors les autres pensent qu'ils peuvent réviser la Constitution. Alors pourquoi vous ne voulez pas? Je pense qu'il faut... Vous avez un droit que vous refusez aux autres? Ah non, 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 du tout. Je pense simplement qu'une constitution est toujours révisable. Parce qu'une constitution, c'est la volonté politique d'un moment. Et on ne peut pas le figer dans le marbre. Les révolutionnaires français eux-mêmes, de 1789, disaient « Les générations futures ne peuvent être assujetties aux décisions d'aujourd'hui ». Et pourquoi pas à cet article 185? Le problème, c'est qu'il s'agit d'une limitation matérielle. C'est-à-dire la Constitution dit « Tout peut être révisé, sauf cette disposition ». Et je vous rappelle encore une fois que ceux qui disent qu'il faut modifier la Constitution aujourd'hui, cet article, c'est eux qui ont écrit cet article. Alors, on va dire qu'ils n'avaient pas prévu qu'ils vivraient aussi longtemps. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils allaient... Évidemment, tout est mouvement, tout est changement, nous dit... Ça ne rappelle pas les bons souvenirs, ce slogan. Tout est mouvement, tout est changement. Ça ne rappelle pas aux Congolais des bons souvenirs. Mais je vous laisse la responsabilité de tes slogans. Mais pour... oui, tout est mouvement, tout est changement. Mais le changement dans le progrès. Pensez-vous qu'il y a le progrès au Congo? Pourquoi changerons-nous si c'est pour régresser? On nous a dit chemin d'avenir. L'avenir est-il clair ou obscur? Il y a des redressements à tout moment. Là où on s'est trompé, on peut... Monsieur Perrin, le juriste vous dit ceci. Le juriste vous dit tout article de la Constitution est modifiable. Celui-ci aussi, pour une raison très simple. Cet article ne dit pas qu'il ne faut pas le modifier. Cet article dit qu'il ne faut pas modifier le caractère républicain de l'État ou le nombre de mandats présidentiels. Il ne dit pas que lui, cet article, n'est pas révisable. Ça veut dire qu'on peut faire une chose très simple. On fait asseoir le Parlement, réuni en congrès, on modifie, on supprime cet article. Le constituant organique dit, bon, cet article, c'est quel numéro? 180 combien? 185. On le vire, il n'existe plus, viré. Puis, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de limitation matérielle de la Constitution. Vous comprenez la logique ou pas? Vous voyez la logique ou pas? On supprime cet article, ce qui est interdit nulle part, parce qu'il n'y a aucune dans la Constitution qui dit ne supprimez pas cet article. Très simple, on l'a fait au Togo. Modifier, supprimer, il y a une nuance. Oui, bien sûr, supprimer, ça veut dire que ça n'existe plus. Modifier, ça veut dire qu'on change. Donc on supprime, on dit, on supprime. Voilà, ça n'a pas de raison d'être. De toute façon, on ne sera pas une monarchie, machin. Ils ont la majorité, ils suppriment. Une fois que c'est supprimé, ils disent, très bien, maintenant nous n'avons plus de limitation matérielle. On modifie l'article qui dit plus de mandat, machin. Ça veut dire que cette option passe. Très bien. Cette option, juridiquement, c'est pour ça que je vous ai dit au départ que le juriste vous dit que c'est possible. Mais non, l'observateur, l'amoureux du Congo, vous dit que c'est une erreur politique. Parce que lorsque nous faisons quelque chose dans le consensus, pour les intérêts personnels, ça ne sert à rien. Je suis convaincu que le chef de l'État a dans son entourage des gens qui pourraient lui succéder. Sinon, il serait comparable à Dieu. Mais pourtant, on a vu en Chine comment on a laissé les présidents longtemps au pouvoir, et ce qui n'a pas enfreint d'ailleurs à l'évolution, au développement de ce pays. Il ne vous a pas échappé que c'était un parti unique.
Si le PCT veut revenir à l'ère du mono, qu'ils le disent. Nous en débattrons. Mais avec les conclusions de leur 6e congrès extraordinaire, n'est-ce pas qu'on revient là vers le parti unique? Mais qu'est-ce qu'on retient de ce congrès? Ça a été une grande foire pour dépenser de l'argent. Vous savez ce qu'ils pensent pour les Congolais? Ça a été une rencontre entre amis pour dépenser de l'argent, faire la fête, porter des foulards rouges, très bien. On est content, la salle est climatisée. Mais ça apporte quoi? Ça change quoi à la vie des Congolais? Qu'est-ce que ça change, ce 6e congrès? Ils nous parlent de social-démocratie. Mais quelle social-démocratie? Ils sont alliés avec quel syndicat? La social-démocratie suppose une alliance entre un parti fort et un syndicat puissant. Quel est le syndicat allié du PCT? De quelle social-démocratie ils nous parlent? Que retiendront les Congolais si ce n'est que des gens qui étaient chez Agir ou machin se sont retrouvés au PCT? C'est tout. Ça intéresse les Congolais? Nous aurons encore 90% d'abstention avec ce genre de comportement. Un congrès politique est un moment dans lequel le parti fixe les programmes qu'ils veulent adopter, par lequel ils veulent faire avancer le pays. C'est pas le moment, évidemment qu'il y a toujours une affaire de personne, c'est-à-dire il faut toujours choisir les dirigeants. Mais c'est accessoire quand même. Quand on fait la politique, ce n'est pas le chef qui compte. Ce qui compte, c'est les idées qu'on a pour faire avancer le pays. C'est quand même ça que les Congolais attendent. Croyez-vous que les Congolais, que ce soit M. Sassou, ou M. Mvouba, ou M. Ayessa, ou je sais qui d'autre, vous pensez que c'est ce qui intéresse les Congolais? Ce qui leur intéresse, c'est savoir ce qu'ils mangeront, comment ils dormiront, est-ce que les enfants feront l'école, est-ce qu'il est malade, il se soignera. Voilà, et donc on peut aborder l'aspect social là, et économique de ces législatives qui pointent à l'horizon. Oui. Écoutez, l'aspect social, économique, très bien, mais... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, bon? Pour les députés du PCT, ils n'ont aucun discours à fonder, c'est très simple pour eux. Il suffit de dire que nous, on soutient le chemin d'avenir. Et les Congolais jugeront si le chemin d'avenir leur procure du travail. Et pour ces députés qui sont candidats de l'opposition, non pas de l'opposition institutionnelle, vous aurez remarqué qu'ils ne proposent rien. Je ne vous le fais pas dire, UPADES, UPRN, et UDR Mouinda, je ne vous le fais pas dire. Que savez-vous de ce qu'ils veulent pour le Congo? Quels sont les enjeux économiques? Ils ont des programmes de société qu'ils ont élaborés. Oui, quel est le Congolais qui entend parler? On entend parler. Moi, le jour où je lis un programme qui me convainc, je vais repartir. Je ne suis pas dans un parti politique. Oui, mais le grand problème, c'est que le Congolais ne lit pas. Sinon, il y a des programmes qui sont écrits. Mathias en a écrit un. Oh, ce que je sais aujourd'hui, c'est que Mathias a copié le pacte de Ségolène Royal, les 100 propositions de Ségolène Royal. C'était du copiage, du copie-coller, c'était ce qu'on appelle du plagiat, scientifiquement. Et ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un procès. Mais bon, ça je laisserai Madame Royal le régler avec Monsieur Enzo Mathias. Pour le reste, c'est pas mon problème. Je vais vous dire, les enjeux économiques du pays sont énormes. Le PCT est en échec. L'opposition institutionnelle ne propose rien. Il faut que des jeunes Congolais se mettent dans la bagarre pour construire une alternative. L'avenir du Congo dépendra non pas de l'opposition d'aujourd'hui, non pas du pouvoir d'aujourd'hui, qui est à bout de souffle et qui est sans légitimité, mais d'une nouvelle génération qui prendra... Ça ne veut pas dire qu'il faut virer tout le monde. Ça veut dire qu'il faut que les meilleurs avancent ensemble. Vous dites sans légitimité, c'est-à-dire alors que le président a été élu au suffrage universel, l'Assemblée qui est là, donc les députés ont été élus par, bien sûr, la population. Vous dites qu'il n'y a pas de légitimité. Quand je dis... il vous a pas échappé que qu'on parlait de l'Assemblée nationale. Donc je parle de la légitimité de l'Assemblée nationale. Non pas celle du président qui a été élu depuis 4 ans. Très bien. Et puis parce que je considère en même temps que, vous savez, si justement notre Assemblée faisait son travail, le président de la République serait un peu déchargé. C'est-à-dire qu'il assume seul les grandes responsabilités du pays. Les députés ont lâché, ça rappelle la 3e République française. Mais pourtant, les députés aident le président de la République à construire les ponts, à faire les dons, à construire les hôpitaux, que sais-je encore, les routes. Ils en proposent pendant leur campagne. Oui, je regardais la dernière fois le ministre Mungala qui est allé à Sibichi faire don à l'hôpital. Voilà, ça veut dire que l'État ne fait pas son travail. Oui. Le ministre des télécommunications qui vient faire don des lits à l'hôpital. Mais où est le ministre de la Santé? Il vient le faire à titre personnel. Mais que fait le gouvernement? Monsieur Perrin. Mais au fait, lorsqu'un ministre vient faire don, est-ce que c'est réellement un don? Parce que nous avons vu également les ministres, soit-il de l'enseignement qui vient faire don des tables bancs, on dit don de ministre. Les tables bancs, quand on inaugure une route, on parle d'un don du président à la population. Finalement, la différence entre le don et la vraie mission de...
très bonne question. Ça veut dire que nous sommes des mendiants. Ça veut dire que ces gens prennent des Congolais pour des mendiants. Notre argent à nous tous, parce que c'est notre argent à nous tous, le pétrole n'appartient pas au PCT ni à M. Sassou. Le pétrole appartient à tous les Congolais. Il existe bien avant que M. Sassou soit au pouvoir. Il n'est pas arrivé en 79, comme par hasard, parce que Dieu a béni le Congo, le jour où Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir. Le pétrole est arrivé bien avant. Et M. Sassou le sait. Évidemment, puisqu'il dit lui-même qu'il a créé un compte épargne pour faire profiter les générations futures. Ça veut dire qu'il sait que le pétrole n'appartient pas au PCT, qu'il appartient aux Congolais d'aujourd'hui et même ceux de demain. Et ils viennent faire des dons, mais avec l'argent de qui? Ils ont eu l'argent où? Attendez, il y a des choses qui sont assez incroyables. Lorsqu'il y a eu les événements du 4 mars à Brazzaville, bon, tous les Congolais étaient émus. Moi, à ce moment-là, je n'étais pas au Congo, je suis venu quelques temps après, mais je peux vous dire que partout, il n'y a pas, on a dépassé nos clivages ethniques. Les gens parlaient d'une seule voix. C'était de regretter ce qui est arrivé à notre pays. Bon. Et puis tout le monde, nous en France, on a cotisé, pour certains, pour payer certains. En tout cas, il y a eu des élans de solidarité énormes. Et puis on regardait la télé. Et puis un jour, j'ai vu Mademoiselle Claudia Nguesso, Claudia Limbumba, qui est venue avec des conteneurs. Il a fait venir un avion affrété de Namibie. Bon, c'est très bien. Ça coûterait d'ailleurs très cher. Oui, mais où est-ce qu'elle a trouvé l'argent? Elle est conseillère en communication du président de la République. Je veux bien savoir combien elle gagne, cette dame. Comment fait-elle pour affréter autant de choses? Qu'on nous dise que c'était au nom de la présidence, je veux bien comprendre. Mais qu'on nous dise que c'est la présidente de l'association de Demain le Congo, mais où trouve-t-elle l'argent? Où trouve-t-elle l'argent? Moi, je veux bien avoir l'argent comme ça pour aider les Congolais. Moi, je peux vous dire. Hein. Et je suis sûr que vous ferez la même chose que moi. Où trouve-t-elle l'argent? Combien gagne-t-elle? C'était pareil pour M. Kiki Nguesso. Il a fait venir des médecins de l'Afrique du Sud, je ne sais pas d'où. Ils trouvent où l'argent, ces gens-là? C'est des gens qui travaillent, ils ont de l'argent et c'est quand même la famille présidentielle. Il y a une définition de l'État, famille présidentielle, c'est une administration, la famille présidentielle? C'est une administration publique, la famille présidentielle? Il y a une définition quelque part, famille présidentielle? Le Congolais ne connaît pas les enfants de Sassou. Nous, on connaît Sassou Nguesso, qu'on a élu, qu'on a voté. On a voté, quand on a voté Sassou, on a voté M. Christel ou M. je ne sais qui encore avec lui. C'était un package, Nguesso? Ou c'était Denis Sassou Nguesso candidat? On n'a pas élu Mme Mbumba, on a élu M. Sassou Nguesso, c'est tout. Et à partir de là, M. Sassou s'entoure de qui il veut. Mais ne venez pas nous expliquer qu'il a une famille présidentielle, ça veut dire quoi? Cependant, ce sont ses conseillers. Il y a des enfants qui sont conseillers au président de la République. Ça veut dire qu'ils peuvent bénéficier aussi de... De quoi? D'autant d'argent? Bien sûr. Ah bon? C'est l'idée que vous faites, vous, de la République? Qu'on peut bénéficier d'autant d'argent? Parce que, vous savez, lorsqu'on est Congolais, on a les mêmes droits. Et on a les mêmes devoirs. Pensez-vous que les aides-conseillers du président gagnent la même chose? Pensez-vous que Mme Mbumba Nguesso gagne autant que M. Bakabadjou, qui est conseiller à l'enseignement du président de la République? La République, c'est la fin des privilèges. C'est le mot de la fin? Ou peut-être une préoccupation, une question qu'on n'a pas posée, mais un message que vous souhaiterez bien passer? Il faut que les Congolais arrêtent de penser, arrêtent d'être résignés. Il ne faut pas se résigner. Je suis convaincu que la démocratie est plus forte que l'intimidation. Je ne dis pas voter un tel, voter un tel. Merci Monsieur Vivien Romain Mananga. C'est la fin donc de notre entretien ce soir qui a porté évidemment sur la projection, les thèmes de campagne, les législatives qui pointent à l'horizon. J'ai bénéficié de la collaboration d'Aden Zambi à la caméra et si l'espace vous a plu, le décor, c'est bien entendu l'hôtel Le Ruisseau qui nous a accordé son espace non loin de l'aéroport. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci.